Bonjour. Cap sur les compétences, cap sur l'apprentissage. Je suis Marc Desjardins, directeur du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, et je suis très heureux d'inaugurer ce Tour de France que le FIP a décidé de réaliser dans les prochains mois, en surmontant les difficultés de la crise sanitaire, je l'espère, de réaliser ce Tour de France pour mieux faire connaître les dispositifs de l'apprentissage et de la formation. Aussi, notre objectif est de faire se rencontrer, même si aujourd'hui ce n'est pas physiquement, mais faire dialoguer, faire partager des éléments entre les employeurs du secteur public, les employeurs du secteur privé, je salue ma collègue de l'AGFIP, et également, et en premier lieu, les directeurs de CFA et les directeurs d'OBCO. Donc ce Tour de France, il arrive au moment des 15 ans du FIP, puisque le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique a été créé par la fameuse loi de 2005, la politique handicap. Je voudrais saluer aussi tout particulièrement André Montanet, l'ancien président du comité national du FIP, qui nous fera l'honneur de conclure nos travaux en fin de matinée. Alors je vais très rapidement donner deux éléments dans mon propos. Un sur la politique de réforme de la politique handicap qui est menée par le gouvernement, les gouvernements successifs, et puis deux sur le focus apprentissage. Alors nous sommes depuis 3 ans et demi dans un cycle de réforme qui est mené par 3 ministres, le ministre de la politique handicap, enfin le ministre chargé des personnes en situation de handicap, le ministre du Travail et le ministre de la fonction publique. Donc ces 3 ministres se sont mis d'accord sur une réforme qui a compris un premier volet, qui était la réforme de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, avec notamment un objectif de simplification pour les employeurs. Ensuite, cela a débouché sur la loi dite loi Pénicaud, sur la liberté de choisir son avenir professionnel, qui comprend un volet important sur la politique handicap. Puis, il y a eu toute une réflexion sur l'offre de services apportée par le FIP, l'AGFIP, mais aussi les Cap Emploi, les SAMET, Pôle emploi. L'offre de services, donc, de janvier à mai 2019, et qui s'est conclue par un certain nombre d'acquis qui ont été confirmés. Et puis, la réforme de la fonction publique avec la loi de transformation de la fonction publique d'août 2019, qui a intégré les éléments qui avaient été pris pour le privé dans la loi Pénicaud et qui a aussi fait des avancées, notamment grâce à un rapport du Sénat. Et parmi ces avancées, sur les apprentis, puisque maintenant les apprentis qui sont recrutés dans la fonction publique pourront être titularisés directement à la fin de leur apprentissage, sans passer par la case stage d'1 an. Donc c'est une avancée considérable. On est là donc effectivement, on se situe dans un cycle de réforme qui met en avant l'apprentissage. Alors, deuxième élément de mon propos, c'est un peu le zoom sur l'apprentissage, qu'évidemment je vais simplement évoquer et qui va être développé tout au long de la matinée. D'abord pour dire que le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, sous l'impulsion notamment d'André Montanet, a créé une politique très volontariste pour l'apprentissage, mais permettant que l'employeur se voit prendre en charge par le FIP 80% du coût chargé de l'apprenti, auquel s'ajoute la formation de l'apprentissage, la formation, donc, la financement de la formation, pardon,
et également le financement des déplacements de l'apprenti et toute une série d'aides qui vont avec. Donc le paquet a été mis, si je puis dire, par le FIP sur l'apprentissage. Et aujourd'hui, chaque année, nous aidons à peu près 1300 apprentis dans la fonction publique, et surtout dans la fonction publique territoriale d'ailleurs, à réaliser leur formation. Et on en a à peu près la moitié qui sont ensuite titularisés dans la fonction publique, à un moment ou à un autre. Souvent pas tout de suite, mais après plusieurs emplois. Ensuite, dans le cycle de réforme, ce qu'il faut souligner, c'est qu'en fait, on avait à la fois comme objectif l'apprentissage et également la formation. On a parlé de divers sujets, notamment du programme du plan investissement compétences, le PIC. On a surtout voulu voir comment traiter la question des ruptures, parce qu'on perd beaucoup de monde. Voilà, pour parler très simplement, entre le collège et le lycée, entre le lycée et la fac, entre la fac et le premier emploi, on perd beaucoup de jeunes en situation de handicap. Et donc, il faut arriver à pallier cette difficulté et à leur donner toutes leurs chances. Et donc, ça a été un peu le fil rouge du travail qui a été mené. Je salue particulièrement Gérard Lefranc, qui a contribué fortement à cette action, avec, dans la suite de la loi, puisque c'était une commande des ministres, dans la suite de la loi, comment mettre en place l'accessibilité universelle des CFA, comment mettre en place le référentiel de la fiche de poste du référent handicap. Voilà les sujets sur lesquels nous nous sommes particulièrement penchés et qui ont donné lieu à des textes qui ont été approuvés par Matignon. Voilà, je termine d'un mot pour dire que la politique handicap est toujours en route, notamment dans le dernier plan de relance, France Relance, qui vient d'être annoncé par le Premier ministre. 100 millions d'euros sont consacrés au recrutement des personnes en situation de handicap et également au mécanisme d'emploi accompagné. Voilà donc ce que je voulais vous dire pour lancer cette matinée. Merci d'être à notre écoute. Alors bonjour à tous, je suis Anne-Sophie Fragnol, je suis donc l'animatrice du dispositif Handipact du FIPHFP en Occitanie. Et c'est moi qui vais vous accompagner sur toute cette matinée et au travers des différentes interventions. Nous allons commencer en vous proposant un petit exercice à vous qui nous regardez. La question est de savoir comment vous vous situez sur le sujet handicap et apprentissage. Et donc, du coup, vous devez voir à l'écran, là, un site internet, l'adresse d'un site internet qui s'appelle Klaxoon, qui va vous permettre, sur votre téléphone, tablette, ordinateur, de rejoindre un tout petit questionnaire via le mot de passe qui s'affiche sur votre écran. Et donc, vous allez avoir la projection d'un bateau avec plusieurs personnages dessus. Il y a celui qui est à la barre, il y a celui qui est à la vigie, celui qui bricole sur le pont, celui qui se noie à côté, celui qui envoie une bouée à celui qui se noie. Bref, vous devez avoir ces éléments à l'écran. Et donc, sur la petite application Klaxoon, vous allez pouvoir nous dire comment vous vous situez sur le sujet handicap et apprentissage. Quel est le personnage qui représente le plus votre situation? Est-ce que vous êtes en train de vous noyer? Est-ce qu'au contraire, vous êtes à la barre et que vous maîtrisez bien le sujet? Donc voilà, on va vous laisser quelques minutes pour répondre à ce sondage. Et puis, nous allons accueillir Madame Verguin de la Directe. Bonjour à vous et merci de nous rejoindre.
Je vais vous laisser vous présenter. Donc, on va entamer ainsi ce premier atelier sur le thème apprentissage et handicap, un pari gagnant-gagnant. Ça sera le premier temps de notre matinée. Nous en aurons ensuite un second sur le thème de l'accessibilité. On parle d'accessibilité universelle, mais de quoi parle-t-on quand on utilise ces termes-là? Et puis nous aurons un troisième temps sur la thématique du référent handicap. Référent handicap en CFA, référent handicap au sein de la fonction publique. Et on pourra voir un peu comment cette fonction-là récapitule un peu tout ce qu'on aura pu dire dans la matinée. Donc pour commencer ce premier atelier sur la thématique apprentissage et handicap, un pari gagnant-gagnant, Madame Verguin, je vous laisse la parole, peut-être d'abord pour vous présenter vos fonctions, et puis eh bien nous faire un point un peu sur le paysage global de notre sujet, apprentissage et handicap, et puis l'actualité, puisque on l'a dit tout à l'heure avec Monsieur Desjardins, on est dans une actualité forte aussi en matière de soutien de l'apprentissage et particulièrement des personnes en situation de handicap. Bonjour. Je sais pas s'il marche. Bonjour. Donc effectivement, Damienne Verguin, je suis directrice régionale adjointe de la Direct Occitanie. Alors, tout le monde n'est pas supposé savoir ce qu'est une Direct. Donc c'est la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Et je suis plus particulièrement chargée de la sphère économie, emploi et entreprise. La Direct Occitanie, c'est un service de l'État placé sous l'autorité du préfet de région et qui comporte des services régionaux et 13 unités départementales, une pour chaque département. Et ça représente à peu près 750 agents sur l'ensemble du territoire occitan. Je vous prie tout d'abord d'excuser Christophe Lerouge, qui est le directeur, qui souhaitait participer à cette réunion ce matin et qui aurait sans doute bien mieux que moi évoqué le sujet. Mais le 10 septembre, je ne sais pas pourquoi, est une date très demandée dans les agendas. Et il a dû se rendre à Paris à une réunion avec les ministres, en lien direct évidemment avec les plans de relance qui ont été annoncés la semaine dernière. Ce que je vous propose de faire concernant le sujet apprentissage, c'est d'intervenir en trois temps quelque part. Un premier temps sur un petit retour sur la loi de septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, un point sur le plan de relance justement actuel, et puis consacrer un petit peu de temps au PRITH en Occitanie, le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, qui consacre une partie de ces actions à l'apprentissage. Pour revenir rapidement sur la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ça a été évoqué avant moi. Donc cette loi, tout d'abord, a eu un premier effet qui est de retirer aux conseils régionaux la compétence de création, de gestion de l'apprentissage. Donc désormais, les CFA s'ouvrent librement, ou les sections d'apprentissage s'ouvrent et se ferment librement. Il n'y a pas de gestion administrative. Et le financement passe par les opérateurs de compétences. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est un peu complexe. Le résultat pour l'Occitanie, c'est en termes d'ouverture et de création de CFA, il y avait en 2018 100 CFA en Occitanie. Et depuis 2018, 150 nouveaux organismes de formation se sont déclarés comme CFA. Déclarés ne veut pas dire qu'ils sont forcément en activité. Ils se sont mis en situation de pouvoir ouvrir une section d'apprentissage déterminée. Et donc ça, on est capable de lister les organismes de formation sur le territoire supplémentaires. Donc on est passé de 100 à 250. Effectivement, il y a un réel dynamisme dans ce domaine. Parallèlement, l'État a accordé des subventions aux conseils régionaux pour pouvoir continuer à soutenir le fonctionnement et l'investissement d'un certain nombre de CFA. Et le conseil régional a délibéré au mois de juillet, mois de juillet dernier, afin de clarifier l'exercice, de poser les règles de l'exercice en Occitanie. S'agissant donc par ailleurs de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, elle a mis en place des aides, une aide unique à l'apprentissage qui était dédiée aux entreprises de moins de 250 salariés et pour des apprentis jusqu'au niveau bac.
mais pas plus. Voilà pour l'essentiel. Et s'agissant plus particulièrement du handicap, la loi prévoyait deux choses importantes. La première, l'instauration dans les CFA de référents handicap, et donc qui doivent être en capacité d'accueillir, les CFA doivent être en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap et de travailler avec elles à la pédagogie adaptée, à la recherche de contrats, à l'ensemble du parcours d'apprentissage. Et la loi prévoyait également des bonifications de l'aide à l'apprentissage pour les personnes en situation de handicap. Là-dessus, donc, voilà, je m'en tiens là sur les grandes lignes de la loi en matière de réforme de l'apprentissage. C'est un peu tôt encore aujourd'hui pour en tirer toutes les conséquences, d'autant plus qu'entre-temps est arrivée la crise sanitaire. Et c'est un mystère pour personne que 2020 est une année totalement atypique et qui a vu tous les dispositifs, quels qu'ils soient, subir les conséquences tout d'abord du confinement et puis de l'état d'urgence sanitaire et aujourd'hui de l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons. Dans ce contexte, il y a un plan d'urgence qui a été mis en place par le gouvernement, qui a été annoncé la semaine dernière. Certaines mesures étaient déjà connues, mais en font partie, et en particulier dans le domaine de l'emploi et de la formation. Donc il y a un plan jeune qui est prévu, et dans lequel on trouve les mesures relatives à l'apprentissage. Donc vous avez, je pense peut-être à l'écran, je ne sais pas. Voilà, donc vous avez tout d'abord une aide complémentaire de l'aide unique. Elle ne se substitue pas. Il y avait l'aide unique qui existe, et désormais il y a en plus une aide exceptionnelle qui est mise en place et qui est d'un montant de 5 000 € pour les apprentis mineurs, 8 000 € pour les apprentis majeurs. Cette aide couvre y compris les entreprises de plus de 250 salariés et va jusqu'au niveau master, ce qui fait que désormais l'intégralité des compétences acquises par le biais d'apprentissage sont couvertes par cette aide. Et cette aide exceptionnelle intervient pour tous les contrats qui sont conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. La combinaison des deux aides permet aujourd'hui de dire que pour un apprenti de moins de 21 ans, l'intégralité des coûts de l'apprentissage, de rémunération de l'apprentissage sont couverts par l'aide publique et à 80% pour au-delà de 21 ans. Donc, sur le seul point financier, cette aide financière est un soutien considérable et correspond vraiment à un booster important vis-à-vis des employeurs. Pour ce qui est des apprentis eux-mêmes, l'aide permet à l'apprenti désormais de bénéficier de 6 mois entre le moment où il entre dans le CFA et le temps où il va obtenir un contrat d'apprentissage. Ces 6 mois lui donnent beaucoup plus de temps, évidemment. Pendant ce temps-là, il peut avoir le statut de stagiaire de la formation professionnelle, donc il n'est pas sans statut. Le CFA l'aide à trouver un contrat et du coup, ça stabilise, ça sécurise sa situation. Parallèlement, les outils informatiques de l'éducation nationale se sont considérablement consolidés et améliorés, ce qui fait que désormais, les élèves qui manifestent un vœu d'apprentissage dans AFELNet ou Parcoursup pour les initiés sont sûrs d'avoir une proposition de CFA. Le contrat étant une autre chose, d'entrée en CFA. Voilà pour la partie aide aux apprentis eux-mêmes. Il y a une aide aussi, il y a une modalité de soutien des CFA qui passe par un forfait du premier équipement qui désormais est élargi au matériel informatique. Donc désormais, le premier équipement peut intégrer le matériel informatique. Je rappelle ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure sur la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, c'est qu'effectivement, désormais, le financement de l'apprentissage passe par les opérateurs de compétences, ce qui signifie que ce sont les opérateurs de compétences qui prennent en charge les frais d'hébergement et de restauration des apprentis et prennent également en charge la rémunération des apprentis telle qu'elle est proposée via les CFA. Donc voilà, dans les grandes lignes, les dispositions relatives actuelles sur l'aide de l'État à l'apprentissage, donc relevant de la loi de 2018 ou relevant du plan d'urgence qui vient d'être mis en place. En complément de ce cadre national,
il y a en Occitanie un plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, excusez-moi, qui en particulier prévoit un volet apprentissage. Alors, je reviens un petit peu, excusez-moi, de reprendre un petit peu en arrière mes papiers. C'est très désagréable pour vous, je pense. Pourquoi le PRITH? Parce que en Occitanie, on compte presque 55 000 demandeurs d'emploi qui sont travailleurs handicapés. Ça fait approximativement, dans la catégorie A, ça fait 11% des demandeurs d'emploi à juin 2020. C'est une proportion extrêmement importante et donc le PRITH a pour ambition de lutter contre quelque part ce déterminisme. 70% de ces demandeurs d'emploi n'ont pas de diplôme ou un diplôme inférieur au CAP ou au BEP. Pour l'essentiel, ce sont presque la majorité, 50%, sont des publics seniors. Et dans la plupart des cas, ce sont des publics qui sont au chômage de longue durée. Le taux d'accès des jeunes en situation de handicap à l'apprentissage plafonne grosso modo à 1,3% en France en 2018, pour 7% dans l'entrée dans l'apprentissage public. Des chiffres ont été donnés tout à l'heure, je n'y reviens pas. Donc l'objectif du PRITH, c'est de mettre l'accent sur les référents apprentissage dont j'ai parlé tout à l'heure au sein des CFA, de créer vraiment une dynamique auprès de ces référents, d'abord de faire en sorte que ces référents existent, de faire en sorte qu'ils s'approprient intégralement tout ce qui existe en matière d'aide publique, de politique d'apprentissage pour les personnes handicapées. Il vise aussi à mieux cerner les besoins des personnes handicapées en matière d'apprentissage, les freins. Il y aura des enquêtes qui sont lancées, qui ont été menées. Et puis, atout, je crois, important, le PRITH fait l'objet d'un comité de pilotage qui associe très étroitement les partenaires sociaux, c'est-à-dire les représentants des employeurs et représentants des salariés. Je dois dire que bien avant la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, il y a eu les lois dites El Khomri, l'année précédente, qui ont mis l'accent sur la réforme du dialogue social. Désormais, la possibilité de négocier à l'intérieur d'une entreprise sont très, très assouplies, très élargies. Et l'apprentissage, par exemple, l'intégration des personnes handicapées font partie de ces sujets de dialogue social interne aux entreprises. Donc on ne peut que valoriser ces nouvelles dispositions, même si aujourd'hui on va m'expliquer que la crise ne rend pas propice n'est pas propice à ce type de négociation. J'ai envie de dire que c'est faux, puisque finalement, en situation de crise, les personnes qui étaient exclues du marché du travail qui étaient déjà exclues du marché du travail, le sont encore plus. Donc c'est bien parce qu'on est en situation de crise qu'il faut que ces négociations viennent en toute leur force et qu'on puisse s'enorgueillir d'entreprises dans lesquelles les partenaires sociaux aient travaillé à l'apprentissage des personnes handicapées, à leur intégration. Et quand je parle d'entreprise, évidemment, il va de soi, alors ce n'est pas les mêmes règles de dialogue social, que la fonction publique doit aussi s'interroger et travailler beaucoup plus à ce type d'intégration. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Verguin. On voit donc qu'il y a à la fois un mouvement au long cours, national et régional, sur le soutien à l'apprentissage et à l'apprentissage des personnes handicapées en particulier, et puis des mesures qui sont plus conjoncturelles pour continuer ce soutien malgré la situation de crise. Alors, je vais proposer aux personnes de la mairie de Balma de venir nous rejoindre sur ce plateau. Bienvenue à eux et merci surtout de s'être mobilisés. L'idée à présent, c'est de voir comment tous ces principes et ce soutien institutionnel s'incarnent directement au quotidien dans le travail des collectivités et dans la vie des apprentis qui sont embauchés chez eux. Donc, je vous présente Madame Dumont, responsable ressources humaines de la mairie de Balma, Hugo Delplan, qui est apprenti actuellement à la mairie de Balma, Madame Berescalal, qui nous expliquera sa fonction d'accompagnement d'Hugo plus précisément tout à l'heure,
Madame Isabelle Delplanque, la maman d'Hugo, et Monsieur Récochet, qui est le tuteur d'Hugo à la mairie de Balma. Voilà, merci, un grand merci encore à vous tous d'être venus vers nous. Vous avez des micros juste derrière vous sur les sièges pour qu'on puisse échanger. Et donc, je vais commencer par poser une question à Madame Dumont. Qu'est-ce qui a incité la mairie de Balma à s'engager dans l'accueil d'apprentis en situation de handicap ? Je pense que d'abord, tout a démarré par le courrier des parents de Hugo, auquel Monsieur le maire a été sensible et nous a demandé de mettre toute la procédure en place pour accueillir Hugo alors, au sein des espaces verts. Voilà. Donc, on a œuvré un peu tous ensemble et avec l'aide du centre de gestion pour cette mise en place. Voilà. Depuis septembre 2019. Voilà. Alors, est-ce que du coup, vous pouvez nous expliquer un peu quelles ont été les principales étapes de l'accueil d'Hugo au sein de la mairie ? On a assez rapidement mis en place, de se rencontrer, parents et éducateurs qui suivaient Hugo dans son cursus avant de venir chez nous. Donc, on s'est rencontrés. Sans Hugo, on a rencontré après, on a fait une réunion avec Hugo pour qu'il rencontre ses futurs collègues. Et ce que j'ai oublié de dire, c'était aussi quand même que Hugo était connu de nos services parce qu'il avait déjà fait 2 stages au sein de la mairie. Donc c'est aussi ça qui a impulsé, voilà, c'était 2 stages, c'est ça, voilà. Donc histoire au long cours. Voilà, il était déjà venu 2 fois, connu, donc ça a facilité peut-être cette mise en place et le choix de la commune. Donc voilà, donc rencontre avec différents acteurs pour un peu aussi pour que mes collègues des espaces verts alors comme il disait, la truc et astuce pour bien recevoir Hugo, pour que les consignes se passent bien et que la journée de travail ou demi-journée de travail soit bien structurée, bien comprise entre et le tuteur et les autres agents de l'équipe et pour que ça fonctionne. Voilà. Donc. Ok, merci beaucoup. Alors Hugo, déjà, première question, comment s'est passé l'accueil à la mairie de Balma pour ce contrat d'apprentissage ? Oui, bien sûr. Ah ben voilà. Oui, je suis le chef de Vauquois de Guillaume. Et après, Béduc s'appelle... Sur ton accueil, si tu peux parler de quand tu es arrivé. D'accord. Alors, arrivé, se forme bien, c'est bien passé. Et voilà, et puis, et quoi d'autre, que je vais dire ? Alors, comment tu as été accueilli par Guillaume, par exemple ? Alors, le Guillaume, je repose Guillaume, c'est bien, le technique. Et Paduc avec son actrice. Avec les éducatrices. Et après, voilà, il y a pour du travail avec moi aussi, pour poser des questions, voilà. Et après, voilà. Voilà, donc il y a les différentes personnes, à la fois de la mairie et les éducatrices qui ont permis d'accompagner cette arrivée à la mairie en apprentissage. Et alors, qu'est-ce qui accompagne ton travail chaque jour ? Qui est-ce qui t'aide dans ce travail ? Le travail, c'est avec Guillaume et après avec mon collègue, comme ça, voilà. Et puis... voilà, c'est une repose sur Guillaume. Voilà, c'est pour ça. Pour ça. Et voilà, et pour collègues, voilà, comme ça. Et après, je propose Naïs. Voilà, et Paduc pour avec nous à mairie. Et puis voilà, Kay, Weddy, Naïs et le quoi d'autre, c'est le nom, je sais plus ce que je dis. Mia, voilà. Et puis voilà. D'accord, donc à la fois les collègues et à la fois les éducatrices. Donc Anaïs Berescalal qui accompagne Hugo aujourd'hui et dans plusieurs étapes de son travail et de sa formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre rôle en particulier ? Oui, bonjour, je suis éducatrice spécialisée auprès d'Hugo. J'interviens dans le cadre de la société Capéduc, qui donc travaille à domicile, mais également sur les lieux de scolarité et de profession des personnes qui en font la demande. Donc nous sommes plusieurs à intervenir avec Hugo au sein de la mairie.
notre rôle est vraiment de pouvoir l'aider à comprendre les consignes, être dans un travail de reformulation, de pouvoir parfois séquencer une consigne pour la faire étape par étape, ce qui peut être moins dense pour Hugo en termes de compréhension. On va aussi avoir un rôle de pouvoir prendre le temps avec lui sur, lorsqu'il termine une tâche, pouvoir lui permettre de trouver lui-même une solution. Qu'est-ce que je peux continuer, qu'est-ce que je peux prendre comme initiative pour poursuivre une autre tâche. Et du coup, finalement, notre mission principale, c'est vraiment qu'il puisse gagner en autonomie pour nous pouvoir disparaître à terme et qu'il puisse être seul sur l'exercice de sa profession. D'accord. Donc on entend aussi que c'est la poursuite de toute la formation, l'apprentissage, y compris de la posture professionnelle, directement sur le terrain. Tout à fait, c'est bien ça. Merci beaucoup. Merci. Madame Delblanc, vous êtes la maman d'Hugo. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels ont été les appuis, les soutiens, ce qui a été facilitant dans le parcours d'Hugo pour arriver à cette situation d'apprentissage ? Oui, en premier lieu, il faut noter Monsieur le maire, bien évidemment, Monsieur Terranoves, le maire de Balma, sans qui l'aventure n'aurait pas été possible. En second temps, tout le personnel de la mairie, notamment je pense à Monsieur Ricochet, qui s'est aussi lancé dans cette aventure avec nous et dans ce petit défi, avec nous, mais surtout avec Hugo, tout le personnel RH qui a œuvré à monter le dossier et qui a effectivement accepté toutes ces entrevues, tous ces échanges, parce que nous, on venait avec un bagage et un passé, et donc effectivement, les éducateurs qui sont, donc je pense effectivement à Madame Dumont, en particulier à la tête du service RH, et je pense aussi à Monsieur Pedemas, le chef des espaces verts de la mairie de Balma. Et enfin, je dirais que tout ça n'est possible qu'avec l'intervention du FIP qui nous permet effectivement d'avoir des éducateurs qui interviennent. Nous les faisons aussi intervenir sur le lieu du CFA, mais nous en tant que parents, ils servent d'interface, ils servent de répétiteurs. Et effectivement, je crois que ce sont des points essentiels et des aides essentielles à Hugo. On voit que c'est tout un système qui permet, on a un système d'acteurs qui favorise l'accueil des apprentis en situation de handicap, et peut-être dans ce système au plus proche au quotidien. Donc il y a vous, Monsieur Ricochet. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est votre rôle auprès d'Hugo? Est-ce qu'il y a une particularité dans votre rôle à son sujet? Après, moi déjà, je ne connaissais pas du tout le handicap, je n'avais jamais été confronté à ça, donc il y a eu l'apprentissage de ça. Mais après, moi, Hugo, je l'ai pris comme un apprenti normal, je lui apprends le métier d'espace vert. Il adore ce métier d'ailleurs, donc ça a facilité quand même. Et après, bon voilà, il fallait adapter quelques techniques de travail et s'adapter quand même à l'handicap parce qu'il se fatigue un petit peu plus vite, des trucs comme ça. Mais après, voilà, il est très volontaire, il a envie, il aime ce métier. Donc moi, je le prends vraiment comme un apprenti classique. Je lui donne tout ce que je peux lui donner de mes connaissances. En tant que personne de terrain, quel regard vous portez sur l'engagement de la mairie de Balma pour l'apprentissage de personnes en situation de handicap? Je pense que c'est une très bonne chose parce qu'on a on peut accueillir ces personnes-là et prendre le temps justement de leur apprendre le métier, tout ça. Peut-être que dans d'autres structures, c'est un peu plus difficile de prendre le temps de leur apprendre ce métier-là. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour cette illustration un peu de ce système d'acteurs qui permet cet accueil et que tout le monde s'y retrouve. On disait tout à l'heure un pari gagnant-gagnant. Peut-être en conclusion, Madame Dumont, si vous aviez devant vous des représentants de collectivités qui souhaitent s'engager dans l'embauche, l'accueil d'apprentis en situation de handicap, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Je pense qu'il faut faire déjà une table ronde comme nous on a pu faire, rencontrer les parents, les éducateurs. Alors c'est vrai que les parents de Hugo sont très moteurs, connaissent beaucoup plus de choses, même c'est eux qui nous mettent sur la piste de certains fonctionnements même. Donc il ne faut pas hésiter en fait à communiquer avec eux et à rencontrer un peu
toutes les personnes déjà qui sont autour de la personne handicapée. Ensuite, il faut aussi prendre le temps parce que mais forcément, il y a des délais administratifs et on est dans l'administration, donc il y a tout un tas de choses à poser et à construire avant d'arriver à la mise en place réelle du contrat. Et après, moi, je dirais aussi, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec le centre de gestion qui a été aussi d'une aide indispensable pour faire vivre en fait le dossier de Hugo, la mise en place et même encore à ce jour dans le quotidien de tous les jours. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à vous 5 vraiment de votre venue et de votre témoignage. Je vais vous laisser. Et puis peut-être pendant qu'on accueille Madame Daudigny et Monsieur De Dumas, Monsieur Desjardins, peut-être on peut avoir un petit mot justement sur le rôle des centres de gestion dans ce système-là qu'évoquait Madame Dumont à l'instant. Oui, alors les centres départementaux de gestion sont pour le FIP le moyen de toucher toutes les petites et moyennes collectivités locales, puisqu'ils ont en charge les collectivités dont le personnel est inférieur à 350 personnes. Et donc les centres de gestion, et d'ailleurs nous allons tout à l'heure signer une convention avec le centre de la Haute-Garonne, s'occupent au niveau des collectivités à la fois des contributions qu'elles versent au FIP, mais surtout des aides qu'elles peuvent retirer du FIP pour justement recruter un apprenti en situation de handicap, équiper un bureau ou un espace de travail pour une personne, régler un problème de transport domicile-travail. Voilà, donc ce sont vraiment pour nous les moyens d'action directe sur les petites collectivités que nous aurions été en incapacité de toucher. Il y a 35 000 communes en France et ce n'est pas effectivement avec les 80 personnes du FIP qu'on aurait pu les toucher. Merci beaucoup. Alors, nous accueillons maintenant Madame Daudigny, qui est déléguée régionale adjointe de la GFIP en Occitanie, et donc Monsieur De Dumas, que vous avez déjà vu tout à l'heure, directeur territorial handicap du FIPHFP. Donc c'est la petite flèche vers le bas qui permet de faire défiler la présentation qui va arriver dans un instant. Donc, on a entendu tout à l'heure Madame Delplanque qui faisait mention du soutien financier du FIP pour la possibilité d'avoir quelqu'un qui accompagne Hugo pendant son contrat. On le voit dans ce système d'accompagnement et de soutien à l'apprentissage des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Eh bien, il y a aussi les aides, les dispositifs qui permettent de soutenir cet emploi. Alors, nous voilà de retour. J'espère que vous avez pu prendre tous une petite pause comme les personnes ici présentes. Je vais vous présenter les participants à ce second atelier. Nous avons donc Madame Bail de la fonction ressources handicap formation. On en a dit quelques mots tout à l'heure. Elle va pouvoir aller un petit peu plus loin à la fois sur la fonction et puis sur cette thématique de l'accessibilité, toujours avec Madame Daudigny, déléguée régionale adjointe de la GFIP. Et puis nous aurons ensuite un point avec Monsieur Gérard Lefranc, donc de la direction de la mission insertion de chez Thales, mais qui nous dira aussi plus précisément les fonctions qui l'amènent à nous parler aujourd'hui du référentiel d'accessibilité des CFA en particulier. Nous terminerons cette séquence avec Madame Brigitte Monnier du CDG du Gard. Et puis Marc De Dumas, toujours directeur territorial handicap du FIP. Voilà cette belle assemblée pour l'atelier sur l'accessibilité. Donc je vais laisser la parole tout de suite à Madame Bail et Madame Daudigny. Merci. Donc on m'entend là, je suppose ? Oui. Donc on va aborder en effet cette notion d'accessibilité et peut-être dans un premier temps, alors on reviendra sur
sur les éléments du quiz au fur et à mesure. Distinguer peut-être deux notions, les notions justement d'accessibilité et de compensation, qui, on va le voir, sont quand même complémentaires et très imbriquées. Alors quand on est dans l'idée de l'accessibilité, on est dans une démarche en fait qui s'adresse au plus grand nombre, en fait. C'est-à-dire en termes de contexte, on est dans la société en général qui doit être accessible au public en situation de handicap, et public aux situations de handicap large. C'est-à-dire quelle que soit la nature du handicap, donc l'environnement doit être accessible donc, pour l'ensemble des personnes en situation de handicap. Et les établissements qui sont concernés, ce sont tous les établissements, bien sûr, qui vont accueillir du public. Donc tous les ERP donc, sont concernés par l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Et j'allais dire, cette notion d'accessibilité, c'est indépendant même de la présence effective des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement qui a été prévu pour l'accueil des personnes en situation de handicap, même si on n'est pas confronté à un accueil permanent de personnes en situation de handicap. Et donc c'est à différencier de la notion de compensation des situations de handicap, où là on va être davantage, j'allais dire, au-delà de ce que permet peut-être l'accessibilité, là on va parler davantage de droits spécifiques en fait pour des personnes en particulier, donc dans un contexte déterminé. Alors ça peut être une entreprise ou un CFA pour une personne en situation de handicap en particulier, donc spécifique. Et là, on va se poser la question en fait, de l'adaptation par rapport à la structure qui accueille donc, cette personne-là. Alors, pourquoi ces deux notions sont imbriquées, en fait, c'est que on peut avoir une accessibilité générale, mais il peut y avoir des besoins résiduels en termes de compensation. C'est-à-dire que même si on a pensé l'environnement pour qu'il soit accessible à toute personne en situation de handicap, pour une personne en particulier, on peut avoir un besoin supplémentaire en termes de compensation de la situation de handicap. Donc ça, c'est alors, on va le voir après dans les questions du quiz, où on était un petit peu sur ces deux notions, en effet, d'accessibilité et de compensation. Peut-être, avant de revenir sur le quiz, un petit schéma pour montrer que c'est très imbriqué, en fait, ces deux notions. Alors, quand on est en termes d'accessibilité, quand on regarde le haut là, du schéma, on est sur l'accès au droit commun. Et c'est là qu'on va parler donc, de l'accès à tout pour tous, en fait, et d'accessibilité universelle. C'est-à-dire, on pourrait penser que, en fait, si d'emblée, en fait, c'était accessible à toute personne, en fait, même des personnes qui ont des limitations par rapport à leurs activités, l'environnement serait accessible. Donc là, on est vraiment sur une notion, donc accès à tout pour tous, et accessibilité universelle. Donc on est sur l'accès au droit commun, et après on voit qu'on va vers du droit plus spécifique, avec justement la compensation par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où là on va apporter des mesures spécifiques par rapport à des personnes en situation de handicap. Alors le petit schéma là, il montre bien que les deux notions sont imbriquées, et justement plus l'accessibilité est développée, donc on est sur le haut en fait, et si on descend, moins on aura besoin en fait moins on aura de besoin en termes d'adaptation, de compensation des situations de handicap. Même si, alors, ce qui prévaut aussi, c'est qu'on va penser la compensation du handicap, mais si, en cas d'insuffisance en termes d'accessibilité. C'est-à-dire qu'on va avant tout penser l'accessibilité généralisée, l'accessibilité universelle, et s'il y a des besoins résiduels, on abordera la notion de compensation du handicap. Voilà, donc c'était un petit peu pour repréciser un peu ces éléments-là. Alors, je suis ennuyée parce que je n'ai pas vos réponses au quiz, mais je suis sûre que vous avez répondu tout à fait je vais vous les donner. Justement. Mais c'est vrai que, par exemple, le premier item du quiz, c'est une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite à l'entrée principale du CFA. Est-ce que ça relève de l'accessibilité ? J'aimerais bien que vous me répondiez, mais... Alors, 100% des répondants ont dit oui. Voilà, 100% des répondants ont dit oui, c'est ça. En effet, là, on est vraiment dans l'accessibilité du lieu, en fait, du lieu physique pour l'accueil des personnes en situation de handicap.
des réunions d'équipe pour faire le point sur la situation des élèves aux besoins spécifiques. Là, je suis très intéressée d'entendre. Alors, là, 68% des répondants pensent qu'il s'agit d'accessibilité. Oui, alors moi je dirais que oui aussi. Alors il y a quand même besoin spécifique. Donc on a des réunions par rapport aux situations particulières. Donc on s'approche un petit peu de la compensation, parce qu'on est plus sur de la compensation individuelle. Mais si on systématise en effet les réunions d'équipe pour faire le point un peu systématiquement pour les personnes, on s'approche de l'accessibilité. Donc l'aide à l'achat de chaussures de sécurité orthopédiques pour Damien. Alors là, 57% des répondants pensent qu'il s'agit d'accessibilité. Alors, bon, je vais répondre. On est peut-être un petit peu plus là davantage dans la compensation parce qu'en fait Damien a un besoin spécifique par rapport à des chaussures de sécurité. Est-ce qu'on va être dans l'accessibilité, est-ce qu'on va demander à toute entreprise ou tout CFA d'avoir des chaussures de sécurité adaptées pour toute personne? Ça devient compliqué. Donc là, on peut penser que même si l'environnement est accessible, ce besoin en termes de chaussures de sécurité spécifiques pour Damien, on sera davantage là dans la compensation de la situation de handicap. Valérie, peut-être ? Oui, je voulais juste apporter un petit complément sur ce point-là. Il faut bien avoir en tête qu'on intervient en tout cas toujours en complémentarité du droit commun et toujours en complémentarité des dispositions réglementaires. Donc sur ces questions de matériel lié à la sécurité, il faut faire un petit peu attention, parce qu'en gros, suivant les métiers, parfois c'est une obligation de doter ses salariés ou ses apprentis d'un minimum d'équipement de sécurité, parce que leur métier l'exige. Donc ça, si c'est posé comme ça, du coup, une personne en situation de handicap aura des chaussures, comme n'importe lequel de ses collègues salariés, etc. Par contre, si on a un besoin vraiment spécifique par rapport à cette personne, là, c'est pris en charge au titre de la compensation de son handicap. Voilà, j'ai un exemple pour une personne en effet qui suivait une formation de peintre en bâtiment et qui avait besoin donc de chaussures de sécurité. Les chaussures de sécurité fournies par l'organisme de formation n'étaient pas adaptées par rapport à la situation de la personne. Et en effet, l'AGFIP est intervenue pour faire des chaussures sur mesure, fabriquées en Allemagne. On a mis tout en place et ce monsieur maintenant... Donc ça lui a servi à la fois pour sa formation, mais ça lui servira bien sûr pour son emploi futur. Donc c'est vrai que c'est pour ça que des fois c'est à la frontière entre les deux. C'est intéressant l'exemple. Un site internet du CFA adapté aux déficients visuels. Alors là, on a 93% de réponses positives. Oui, disant que c'est de l'accessibilité. On est en effet là dans le cadre de l'accessibilité, en effet. Alors, la possibilité d'acheter des pains au chocolat pendant la pause. Eh bien, il y a quand même 18% des répondants qui pensent que... qui pensent que c'est de l'accessibilité. Ça doit être de l'accessibilité à la gourmandise. C'était évidemment un petit piège au milieu. C'est de la qualité de vie au travail, on va dire. Mais tout à fait. Participer de bonnes conditions d'intégration, mais non, c'est pas de l'accessibilité. L'existence d'une fonction de référent handicap. Alors, on a 89% des répondants qui pensent qu'il s'agit effectivement d'accessibilité. Tout à fait. Le fait de pouvoir justement avoir des personnes ressources en interne dédiées pour l'accueil et l'accompagnement des publics en situation de handicap, là, on est typiquement dans l'accessibilité. Juste un petit rappel, donc c'est effectivement maintenant une obligation dans chaque CFA de nommer un référent handicap. Mais c'est aussi une obligation pour les employeurs privés à compter de 250 salariés de nommer aussi en leur sein un référent handicap. Voilà, on aura l'occasion dans le 3e atelier de revenir en détail un peu sur ces fonctions. Alors, un écran adapté aux difficultés visuelles spécifiques de Mélanie. Voilà, donc là, on a le même type de réponse que pour Damien. Une grande majorité qui pense qu'il s'agit d'accessibilité. Donc, on est un peu sur le même registre. Tout à fait. Que ce qu'on évoquait tout à l'heure.
Tout à fait. Il est vrai que, et on le verra tout à l'heure, le fait d'avoir du matériel adapté, des écrans adaptés, ça peut relever de l'accessibilité, c'est-à-dire qu'on peut, en amont même d'accueillir une personne, prévoir un environnement physique qui est adapté, en gros avoir des écrans adaptés ou des logiciels spécifiques dédiés pour les personnes en situation de handicap. Là, on peut être un petit peu à la frontière, ça participe de l'accessibilité, mais on est plus peut-être sur un besoin spécifique pour Mélanie. C'est Mélanie, oui. C'est Mélanie. La participation du CFA au forum emploi des personnes handicapées de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Alors, on a des réponses à 50-50, très précisément. Alors, s'agit-il d'accessibilité ? La participation à la semaine pour l'emploi, Alors, moi je dirais un petit peu comme la mission de référent en fait. On est un petit peu dans cette idée aussi que de s'informer et de se tenir informé en fait des différents dispositifs, des acteurs qui peuvent intervenir, des différents partenaires, être dans le réseau en fait des acteurs du handicap. Moi, il me semble qu'on commence à rentrer dans l'accessibilité. Ouais, ça participe effectivement à l'ouverture en fait de l'ensemble des employeurs de participer à de tels forums, à l'accès des personnes handicapées à leur entreprise, leur accessibilité donc, et à faire en sorte de mettre en place une véritable politique, on va dire, emploi-handicap en leur sein. Donc. Et enfin, donc, des aménagements des parties communes permettant d'éviter trop de réverbération des sons. Eh bien, 89% des répondants pensent qu'il s'agit bien d'accessibilité. Tout à fait. Là, on est typiquement dans l'accessibilité de l'environnement physique. Ok. Je vous laisse poursuivre du coup. Alors, venons-en peut-être aux différentes formes d'accessibilité. Il y a plusieurs modalités, en effet, qu'il faut prendre en compte. Alors, on va les présenter comme ça, mais ce qui est très important, et je le dis tout de suite, en fait, ce qui est très important, c'est de penser ces modalités et ces formes d'accessibilité de façon complémentaire. C'est-à-dire par rapport à... Elles sont toutes liées les unes aux autres. On n'est pas sur un seul type d'accessibilité. On va... bien souvent, les situations demandent d'apporter des réponses sur toutes les formes d'accessibilité. Donc, il y a des modalités techniques, en effet, donc des adaptations techniques. Donc, c'est l'adaptation de l'environnement, c'est l'ergonomie du poste de travail ou l'ergonomie du poste de formation, le matériel adapté. Donc, on a, par exemple, il y a des exemples qui sont donnés. Ce ne sont que des exemples, des sièges ergonomiques, des repose-pieds, des tables réglables en hauteur. Une table réglable en hauteur, c'est de l'accessibilité. C'est-à-dire que pour toute personne en situation de handicap, j'allais dire même peut-être des personnes qui n'ont pas de situation déclarée de handicap, on est dans la prévention des situations de handicap quand on est dans l'accessibilité. C'est-à-dire avoir une table réglable en hauteur et qui permet de faire des alternances de positions assis-debout dans ces journées de travail, ça participe, en effet, pour les personnes en situation de handicap, c'est adapté, mais ça permet aussi d'être dans la prévention des situations de handicap. On est dans la qualité de vie au travail, là, justement. Donc, toutes ces adaptations techniques qui peuvent être mises en place vont rendre possible l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Après, il y a un deuxième type. Vous voulez intervenir peut-être, Valérie, ou après ? Oui, je voulais juste rajouter, c'est vrai que si on vous présente aussi des formes d'accessibilité dans cet ordre, c'est parce qu'effectivement, parfois, l'accessibilité technique, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, les employeurs, les organismes de formation, OFA, CFA, pensent en général à se dire il faut que je rende accessible par l'achat d'équipements techniques mon environnement de travail, un poste de travail, une offre de formation, etc. C'est un très bon début et c'est souvent un incontournable en fait. Oui. Mais voilà, le but c'est de penser l'accessibilité, comme le disait Nathalie, d'une façon un peu multiforme et dans tous ses axes. Donc juste compléter sur cet aspect technique, de dire que bien sûr, du coup, côté AGFIP, FIP sans doute, on a des aides techniques, financières, pour financer justement l'achat d'équipements spécifiques en compensation du handicap et au gré des financements d'aménagement de situation de travail, bien sûr, on finance ce type d'équipement.
Oui, voilà. Et là, et même c'est intéressant de revenir là sur la compensation. Donc c'est vrai que la GFIP et le FIP interviennent dans le cadre des compensations individuelles des situations de handicap. Et si on prend le cas par exemple d'un siège ergonomique, donc on pourrait demander à un environnement de travail, une entreprise ou un CFA, d'avoir des sièges ergonomiques, j'allais dire des sièges de bureau confortables, avec un minima des réglages possibles au niveau de la profondeur de l'assise, au niveau de la hauteur de l'assise, des accoudoirs, voilà. Ça va permettre de répondre à 80% ou 90% des personnes étant en situation de handicap physique, par exemple. En revanche, il peut y avoir des personnes pour lesquelles la déficience physique va nécessiter des sièges plus sophistiqués, en fait, avec d'autres... Alors, je ne rentre pas dans les détails parce que je ne les connais pas, mais des réglages plus compliqués. Bon, ça se traduit aussi en termes de coûts, hein. On a des sièges de bureaux aux alentours de 500-800 € qu'on peut mettre à disposition, et puis il peut y avoir des sièges ergonomiques plus sophistiqués qui sont aux alentours de 3 000 ou 3 500 €, ou 2 000 ou 2 500 €. Et là, on va être davantage dans la compensation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander non plus, dans le cas de l'accessibilité, à avoir tout type de siège ergonomique pour tous les types de déficiences physiques, en fait. Voilà, donc on est toujours à la frontière, même au niveau du matériel, entre les deux. Mais si un contexte de travail ou de formation se dote de moyens adaptés en termes d'aide technique, on va répondre quand même à une majorité de personnes qui vont avoir des besoins en termes d'adaptation technique. Voilà, donc il y a donc ces adaptations techniques. Après, une autre forme d'accessibilité qui est l'adaptation humaine, en fait. Et donc là, ça peut être l'intervention d'un tiers qui va venir, par exemple, suppléer à certains gestes professionnels que ne peut pas réaliser la personne, ou un preneur de notes, parce que la personne a des difficultés, en effet, pour prendre des notes. Donc là, il va y avoir l'intervention d'un tiers preneur de notes. Ça peut être bien sûr aussi l'interprète en langue des signes ou en interface de communication pour des personnes sourdes ou malentendantes. Voilà, donc il y a différents... Là, on est vraiment dans de la compensation humaine qui peut être nécessaire, j'allais dire, au-delà de la compensation technique. Parce que c'est vrai qu'un preneur de notes, et c'est là que c'est complémentaire, un preneur de notes, si la personne a un logiciel de reconnaissance vocale et de synthèse vocale, le preneur de notes va être peut-être moins... il y a peut-être moins de besoin que s'il n'y a pas d'adaptation technique. C'est tout à fait ça. On joue la complémentarité. Hein. Donc là aussi, à côté des aides techniques finançables, on a des aides humaines qui sont finançables. Mais le but, comme l'a très bien décrit Nathalie Bail, c'est de pouvoir justement faire en sorte, pour pouvoir mobiliser l'ensemble de la palette des aides, de faire en sorte de coupler les différents types d'aménagement, d'accessibilité, de manière à faire, puisque les aides sont souvent plafonnées, hein, de manière à faire en sorte que justement l'équipement technique couvre une partie du besoin et que ça soit complété potentiellement par une aide humaine quand c'est encore nécessaire. Voilà, et deux autres formes d'accessibilité tout aussi importantes, les adaptations organisationnelles. Alors organisationnelles, donc là aussi c'est au sens large, donc il y a des exemples qui sont donnés là sur la diapositive, donc ça peut être l'organisation du temps de travail aussi ou de la charge de travail. Ça c'est très important, parce que, et c'est transversal à toute situation de handicap. Une personne en situation de handicap, bien souvent, même si on compense sa situation de handicap, elle va être dans une situation souvent de fatigabilité, que ce soit en formation, en apprentissage, ou que ce soit en entreprise. Donc il y a besoin aussi de penser la temporalité et l'adaptation de la durée, du rythme, avoir des pauses régulières. Voilà, ce genre de choses qui sont, j'allais dire, presque pour toute personne en situation de handicap. Il y a toujours quand même une compensation que la personne fait elle-même et qui a un coût physique, en fait, quelle que soit la nature du handicap. Donc ces modalités d'accessibilité organisationnelle sont très importantes à prendre en compte et à questionner systématiquement. Et donc on travaille justement avec les CF1 pour qu'ils intègrent dans leur ingénierie de formation ces approches-là, c'est-à-dire comment on rend un module de formation adaptable, c'est-à-dire avant même qu'on ait une personne en situation de handicap qu'on accueille, on réfléchit à l'adaptation de son ingénierie de formation, c'est-à-dire comment on peut faire du temps partiel, par exemple, sur un contrat d'apprentissage. Voilà, ça c'est des choses qui sont importantes aussi en termes d'accessibilité. Là, on est effectivement un peu dans le cœur du réacteur en termes d'accessibilité, oui, puisque effectivement, c'est essentiel pour sécuriser un parcours.
Ça l'est peut-être encore plus. On l'a vu tout à l'heure à travers certains des témoignages, notamment le premier petit film que vous avez passé, où on était sur un handicap invisible. Et l'apprenti lui-même disait c'est pas si simple quand ça ne se voit pas, etc. Pour autant, il faut potentiellement pouvoir penser des choses, etc. C'est vraiment l'objet de cette accessibilité organisationnelle, pédagogique, puisque ça relève de comment passer les consignes pour qu'elles soient bien comprises par l'apprenti, des aménagements de temps de travail potentiellement pour justement favoriser ces temps de pause, de récupération, etc., par rapport à cette fatigabilité, et bien sûr les aménagements d'ordre pédagogique, là l'adaptation des supports pédagogiques, mais au-delà de ça, vraiment justement l'adaptation de l'ingénierie de formation pour faire en sorte que justement les acquis soient les mieux compris et appropriés par l'apprenti en situation de handicap. Donc c'est ce pourquoi on a voulu mettre, ça va faire le pont avec le reste de l'intervention, en place cette fameuse ressource handicap formation, parce que là c'est vraiment sa plus-value d'intervenir sur ces aménagements pédagogiques et organisationnels. Voilà, peut-être juste un petit mot avant de passer sur la ressource handicap formation. L'aspect aussi de sensibilisation de l'environnement humain de travail, c'est-à-dire sensibiliser aux répercussions potentielles d'un handicap. C'est-à-dire qu'il faut que l'environnement soit informé. Demander à un formateur en CF1 d'adapter ses supports de cours, ça a un coût d'adapter des supports de cours avec la méthode Falk, par exemple, facile à lire et à comprendre. Donc c'est du temps qu'il a à passer dessus. Mais il faut aussi qu'ils comprennent les raisons du pourquoi on lui demande ces adaptations, en fait. Et par rapport aux personnes qu'ils accueillent, c'est important de pouvoir... Et moi, je le vois dans l'accompagnement que je fais avec les CF1, quand les équipes pédagogiques comprennent la plus-value, en effet, de ce travail d'adaptation qu'on leur demande, et ça leur permet aussi, après, en séance, d'avoir moins de difficultés aussi dans l'accompagnement des apprentis. Voilà, donc la sensibilisation est très importante, et même pour les employeurs. Il ne faut pas que je parle trop, mais il y a des personnes en situation de handicap. Par exemple, j'ai l'exemple d'une personne atteinte de troubles de l'autisme, donc qui était en entreprise, qui faisait son apprentissage en entreprise, et l'environnement de travail n'avait pas été informé spécialement. Vous savez que cette personne était en situation de handicap, mais pas les répercussions potentielles. Et en termes de comportement, donc les répercussions de ce handicap-là, il est nécessaire pour que ça n'engendre pas de conflit, en fait, qu'on puisse aussi expliquer à l'employeur les répercussions potentielles dans un environnement de travail. Sinon, ça peut être catastrophique. Et effectivement, comme on vous dit, ça nécessite d'expliquer aussi les retentissements du handicap en fonction des différents types de déficiences. Et donc là, je vous rappelle les passes qu'on a présentées très rapidement tout à l'heure, les prestations d'appui spécifiques par type de déficience, ont dans leur offre d'intervention justement l'organisation de ces sensibilisations du collectif de travail ou du collectif d'apprenants, du groupe de stagiaires, si on est en CFA. Donc il ne faut pas hésiter à les solliciter. Et typiquement par rapport à la ressource handicap formation, il faut bien avoir en tête que la ressource aide à trouver collectivement les solutions, à les identifier, mais elle ne fait pas à la place d'eux. Non. Et donc, dans son offre d'intervention, elle va mobiliser les cap emploi potentiellement, les prestataires de passe, etc., pour justement mettre en place les meilleures solutions. Tout à fait. Donc on termine en effet par la présentation du service ressources handicap formation, donc RHF, donc qui est un service qui est mis en place par la GFIP au niveau national. Donc il y a une RHF dans chaque région, et donc j'ai la chance d'avoir été missionnée par la GFIP Occitanie pour mettre en œuvre donc le service RHF sur la région, en partenariat avec le FIP, le Conseil régional, Pôle emploi et la Directe. Bon, peut-être vous l'avez abordé tout à l'heure. Donc ce service, c'est bien un service, c'est un service d'appui. Et en effet, comme le disait Valérie Daudinis, ce n'est pas une prestation. C'est-à-dire que moi, je viens en appui, en fait, aux situations pour lesquelles on me sollicite. Alors, il y a deux grandes formes, en fait, d'intervention dans le cas du service ressources handicap formation. Un appui spécifique aux situations individuelles pour co-construire, en effet, des solutions d'aménagement, des parcours d'apprentissage et de formation. Donc là, ça peut être des CFA, par exemple, qui me sollicitent
qui ont accueilli, donc qui accueillent une personne en situation de handicap, et je viens en appui pour le diagnostic des besoins, en fait, des besoins en termes d'adaptation et la recherche de solutions, en effet. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de tous les handicaps, hein. Donc, c'est les raisons pour lesquelles je peux, en effet, en relation, quand il y a un prescripteur comme Cap Emploi ou Pôle Emploi, solliciter des prestataires spécialisés, donc les PASS, donc pour justement qu'ils puissent aussi faire des préconisations en termes de solutions de compensation. L'idée, c'est que ce service, il vient en appui et il mobilise l'ensemble des acteurs du parcours d'apprentissage autour de la personne, que ce soit la personne en situation de handicap elle-même, parce qu'elle est fortement mobilisée, parce qu'elle est aussi actrice de sa compensation. Elle connaît ses besoins, elle connaît aussi, et c'est ça qu'il faut aussi entendre, donc on la prend en compte dans la construction des solutions de compensation, bien sûr le CFA, le référent de parcours et les spécialistes du handicap, et bien évidemment aussi l'employeur et le maître d'apprentissage pour justement les adaptations aussi qu'il va falloir mettre en place dans l'entreprise. Donc là, on est sur des appuis individuels aux situations individuelles, donc on me sollicite directement quand on a besoin de cet appui. Et une deuxième forme, un appui conseil aussi aux centres de formation, donc au CFA, mais aussi aux organismes de formation, justement pour le développement d'une politique d'accessibilité généralisée des formations. Donc là, il y a à la fois une professionnalisation des référents handicap dans les CFA, donc qui, quand ils sont nouvellement désignés, donc peuvent suivre donc une formation pour devenir référent handicap. Et on propose aussi des ateliers d'animation, des ateliers de professionnalisation, justement pour développer, capitaliser, valoriser tout ce qui est fait en termes de pratiques d'accessibilité. Voilà. Et puis y avoir aussi des appuis techniques pour la mise en place et la mise en œuvre d'un plan d'action accessibilité. C'est-à-dire quand on peut me solliciter et je peux me déplacer au sein du centre de formation, justement pour accompagner, j'allais dire l'équipe projet, c'est-à-dire pas seulement le référent handicap, parce que là c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire aussi des responsables pédagogiques au sein des CFA, et c'est aussi et surtout l'affaire des directions qui peuvent aussi insuffler une véritable politique en termes d'accessibilité. Eh ben voilà, une très belle transition pour la suite de nos travaux. Donc vous avez maintenant un regard un petit peu large sur ce qu'est l'accessibilité, ce qu'elle n'est pas, ses différentes formes, et peut-être employeur, organisme de formation, CFA, vous êtes en train de vous dire « Oh là là, ça bouscule un peu mes idées, mais alors du coup, est-ce qu'il y a de l'accessibilité dans ma structure ?» Et donc, eh bien, il y a des outils qui sont prévus pour vous accompagner dans ces questionnements et pour aider à structurer un petit peu la réflexion, vos réflexions. Donc, je donne la parole à Monsieur Gérard Lefranc, qui va peut-être d'abord en introduction nous dire quelle fonction spécifique l'amène à venir nous parler de ce sujet en particulier. Alors, c'est difficile de parler de fonction spécifique quand on parle d'accessibilité universelle, mais bon. Alors, non, mais sans blaguer, pourquoi, de où je vous parle aujourd'hui? Alors, je vous parle en tant que responsable d'un groupe de travail qui a été mené dans le cadre des travaux confiés par Sophie Cluzel au FIPHFP sur l'accessibilité des formations et des CFA pour les personnes en situation de handicap et de l'offre de services qu'il fallait mettre en place autour de ça. Et Marc Desjardins m'a demandé d'y participer, d'animer cette partie-là, et puis aussi celle correspondant au référent handicap, c'est pour ça que vous me verrez après. Fort d'une expérience en entreprise, certes, mais aussi d'une expérience de 4 ans maintenant comme personne qualifiée au comité national du FIPHFP. Donc le privé et le public ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre, et je le dis aussi pour le privé qui a beaucoup à apprendre de ce qui se met en place dans le public. Alors, simplement quelques mots de contexte donc là-dessus. C'est un groupe de travail qui a été demandé dans le cadre des travaux d'accessibilité universelle menés par Sophie Cluzel. C'est pas sorti d'un chapeau, cette histoire. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de pratiques qui étaient mis en place avec les CFA, la GFIP, le FIP, une certaine dynamique dans pas mal de régions. J'ai en tête la Nouvelle-Aquitaine, Rhône-Alpes, Val-de-Loire, enfin des différentes régions. Et on a essayé, en réunissant
des responsables de CFA et puis aussi les acteurs des territoires, de se dire qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que l'accessibilité, l'accès aux personnes handicapées, aux jeunes en situation de handicap ou moins jeunes dans les CFA, soit quelque chose qui participe, enfin qui soit guidé par une approche globale du CFA. On a beaucoup parlé tout à l'heure d'accessibilité, de compensation, mais quand on est sur le terrain, quelquefois on se dit mais où je suis ? On a vu les résultats de... Bon, c'est souvent de la réflexion qui est plutôt bien faite. On a vu les réponses, elles sont... Bon. Allez, nous revoilà ensemble pour la troisième et dernière séquence de cette matinée dédiée à l'apprentissage et au handicap. Et on va plus particulièrement se pencher sur la fonction du référent handicap, une fonction qu'on trouve aussi bien dans les centres de formation d'apprentis, dans les organismes de formation, que chez les employeurs, qu'ils soient publics ou privés. On va donc se livrer à un petit jeu d'interview croisé entre Madame Amandine Brocard, qui est correspondante handicap pour le CFA Aspect Occitanie, et qui va donc pouvoir nous faire part un peu de ses fonctions et de son fonctionnement dans ce rôle-là. Et puis Monsieur Frédéric Lacaze, qui est référent handicap pour la ville de Toulouse et la métropole. Donc on va pouvoir voir un petit peu les différences, mais surtout les nombreux croisements entre ces deux fonctions dans l'accompagnement des apprentis en situation de handicap, en particulier dans la fonction publique. Alors, on va peut-être commencer avec vous, Madame Brocard. Quel est votre rôle dans le parcours d'un apprenti en situation de handicap ? Bonjour, donc moi tout d'abord pour expliquer un petit peu, donc moi je suis donc correspondante handicap et responsable de l'unité d'apprentissage, de formation par apprentissage au lycée Myriam de Toulouse, qui dépend en fait du CFA Aspect Occitanie de l'enseignement catholique. Voilà. On est donc sur un CFA hors mur et nous dispensons directement dans les lycées professionnels et technologiques les formations en apprentissage. Voilà. Donc nous, on accueille effectivement chaque année des apprentis en situation de handicap. Donc nous, ça va être d'abord dans leur accueil par la première rencontre qu'on peut faire au moment du premier entretien que nous avons, pour un petit peu expliquer leur projet, leur parcours, leur handicap. Ensuite, voir ensemble quel type d'entreprise va pouvoir correspondre au mieux à leurs besoins et à leurs projets professionnels avant tout. Puis ensuite, nous rencontrons les différents acteurs qui l'accompagnent, à savoir tous les établissements de soins médico-sociaux, parce que souvent c'est le cas, les responsables légaux quand les apprentis sont mineurs, et puis parfois même quand ils sont majeurs, parce que les parents sont des acteurs quand même privilégiés. Et puis ensuite, on fait tout un travail d'investigation et de prospection auprès de nos différentes entreprises partenaires pour voir celles qui pourraient correspondre le mieux aux besoins et aux attentes de ce jeune-là. Donc en particulier là, avec la mairie de Toulouse, avec qui nous faisons tout ce travail-là, que ce soit au moment du recrutement, donc toute la phase de recrutement que nous menons ensemble, donc là spécifiquement avec la direction de l'éducation de la mairie de Toulouse, et ensuite jusqu'au choix de l'apprenti, puis après toute sa mise en place durant tout son parcours auprès du maître d'apprentissage, etc. Voilà. Merci beaucoup. Alors, même question pour vous, Monsieur Lacaze. Quel est votre rôle dans le parcours d'un apprenti en situation de handicap dans votre institution ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, mon rôle, c'est l'autre versant, donc c'est l'effet inverse. Donc, moi, je fais de la mise en relation avec mes partenaires internes et externes, parce que la mairie de Toulouse et Toulouse Métropole, on est une grosse machine de plus de 13 000 agents. Donc, il y a beaucoup de directions. Donc, j'ai des relais donc, au service de l'apprentissage qui, pour la première année, a fait un recensement des besoins des directions pour que ce besoin, je puisse le transmettre à nos partenaires externes.
et suite à ce recensement, pouvoir transmettre les candidatures d'apprentis potentiels auprès du service qui les redispatche dans les directions, donc dans le cas commun qui nous amène à témoigner aujourd'hui, la direction de l'éducation. Alors, vous avez cité les partenariats, justement. Donc, il y a les partenariats entre vous et les CFA ou organismes de formation. Il y a les partenariats internes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces partenaires, à la fois à l'intérieur de la structure? Donc, il y a les directions qui embauchent les apprentis, mais il y a peut-être d'autres partenariats internes. Et puis, à l'externe aussi. Alors, il y a un proverbe africain qui me tient à cœur, c'est « tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Donc, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous nos maîtres d'apprentissage, sans qui rien ne serait possible, qui ont à cœur de pouvoir transmettre leurs compétences avec bienveillance, avec professionnalisme, d'une part, mais cette équipe-là d'apprentissage n'est pas la seule panacée. Je m'appuie sur un réseau de référents handicap auprès des services opérationnels RH pour faire le relais. Nous avons également une équipe pluridisciplinaire composée de conseillers de prévention, d'assistants de prévention, médecins du travail, infirmières du travail, ergonomes, qui nous permet de pouvoir accompagner au mieux les apprentis dans nos collectivités. Je voudrais également souligner un dispositif encore méconnu, c'est l'emploi accompagné. Vous savez que depuis quelque temps déjà, la DPH peut orienter sur demande les jeunes à partir de 16 ans. Et l'emploi accompagné peut aider sur le versant personnel avec un accompagnement médico-social, mais surtout nous concernant sur un aspect professionnel avec le soutien et le maintien à l'emploi de l'insertion professionnelle. Donc ça nous soulage pas mal et on s'appuie sur ce réseau qui aide pas mal pour l'apprentissage et dans un cas concret que nous avons en commun, permet d'aider jusqu'à l'obtention de son diplôme, mais aide également pour l'après. Merci beaucoup. Alors vous, Madame Brocard, du coup, quels sont les partenaires sur lesquels vous appuyez en dehors de l'employeur en tant que tel ? Alors nous, comme on dépend d'un lycée professionnel, on a la chance d'avoir une unité localisée d'inclusion scolaire sur laquelle, du coup, la coordinatrice est quand même une personne ressource sur laquelle je m'appuie énormément. Mieux connue sous le nom de Ulysse. Voilà, tout à fait. Donc, qui me permet en fait d'avoir des informations, de voir aussi ce qu'on peut mettre en place au niveau scolaire pour tout simplement répondre au mieux aux besoins de l'apprenti. Ensuite, au niveau de l'enseignement catholique, il y a aussi la MIGEC, qui est une mission d'intervention pour les jeunes de l'enseignement catholique, qui est aussi un relais pour des jeunes aussi qui peuvent être en situation de handicap par rapport, qui se retrouvent soit dans des situations de décrochage scolaire. Ça peut arriver. Donc, du coup, je suis effectivement contactée pour reprendre le relais sur la partie apprentissage. Et puis ensuite, tous les établissements médico-sociaux avec qui on travaille, les éducateurs de terrain, et puis aussi les maîtres d'apprentissage, parce qu'effectivement, qui sont très investis sur le terrain pour justement répondre au mieux à l'accompagnement de l'apprentissage du jeune, puisque quand même, l'apprentissage est avant tout une formation partagée entre l'entreprise et le CFA. Alors, très bien, restons sur le sujet des maîtres d'apprentissage. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur la façon dont vous travaillez avec eux ? Alors, avec les maîtres d'apprentissage, donc une fois qu'avec l'entreprise, le choix de l'apprenti a été fait, donc il y a d'abord une première rencontre avec l'entreprise et puis aussi avec le maître d'apprentissage pour lui présenter l'apprenti, les spécificités de son handicap, pour qu'il soit quand même bien au fait de tout ça. Lui dire aussi s'il y a des aménagements prévus et possibles par rapport à son handicap, que ce soit en entreprise, mais aussi sur l'unité de formation par apprentissage. Puis après, ça va être aussi des liens réguliers grâce aux visites en entreprise, que l'on fait quand même entre 2 et 3 par an, de manière à pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise sur le terrain.
que ce soit toujours en phase avec le diplôme préparé et les compétences professionnelles à acquérir. Donc ça, c'est quand même aussi important parce qu'il y a quand même l'obtention du diplôme à la clé. Et puis ça, tout ça, ça se fait vraiment, on va dire, en lien avec le maître d'apprentissage et puis aussi les éducateurs ou les établissements de soins pour essayer vraiment de répondre au mieux. Donc, par exemple, pour les visites en entreprise, quand il y a un établissement de soins, on les réalise ensemble pour aussi éviter de démultiplier les interlocuteurs pour l'entreprise, puisque ce n'est pas toujours évident pour le maître d'apprentissage. Donc, on essaie de venir tous ensemble, pouvoir répondre au mieux et au même moment aux questions, et puis d'être aussi le plus possible, on va dire, qu'on puisse nous joindre rapidement, quoi. Voilà. D'accord. Et alors, du coup, de votre côté, Monsieur Lacasse, quelle action particulière vous avez auprès des maîtres d'apprentissage que vous mettiez à l'honneur tout à l'heure? Alors, en complément de ce qui a été dit et dont je ne vais pas revenir, ça ne sert à rien, nous outillons les maîtres d'apprentissage aux différents types de handicap. Donc, nous avons mis en place une formation accompagnée nageant en situation de handicap, avec plusieurs sessions, dont une pour les tuteurs. Nous les sensibilisons à tous les différents types de handicap, mais comme l'a dit ma collègue, quand ils accueillent l'apprenti, on axe sur l'handicap particulier de l'apprenti. Au-delà de tout ça, dans nos maîtres d'apprentissage, on a des pépites qui font ça depuis de nombreuses années. Donc je pense spécialement à une personne qui est venue avec notre délégation quand on est venu pour le 3e conventionnement avec le FIP en comité local, où cette personne a pu témoigner de l'accompagnement qu'elle fait depuis de nombreuses années avec ses apprentis, et qui connaît même le parcours après, savoir ce qu'ils sont devenus, parce que pour elle c'est une passerelle, mettre le pied à l'étrier pour permettre de pouvoir rebondir vers d'autres horizons. Merci. Alors peut-être une question un peu plus large, puisqu'on disait dans la séquence précédente que l'accessibilité, la prise en compte du handicap, c'est votre sujet, mais ça ne doit pas être que le vôtre dans vos structures, et que c'est bien une prise en compte par l'ensemble du personnel pédagogique, de tous les accompagnants de vos structures, de vos différentes directions. Alors comment vous faites pour mobiliser, au-delà de votre fonction, sur le sujet du handicap à l'intérieur de vos structures? Madame Brocard, peut-être? Alors au tout début, déjà, il y a une sensibilisation de l'équipe pédagogique pour présenter le handicap, ses spécificités. Il y a aussi une sensibilisation auprès de la classe, puisqu'on parlait de handicap visible, donc là, dans ce cas-là, c'est moins compliqué, mais quand il y a un handicap invisible, les autres apprentis ont du mal à comprendre en fait les difficultés, pourquoi il y a des aménagements mis en place ou des aides humaines. Donc ça, c'est très important de les sensibiliser. Ensuite, on fait des réunions régulières avec l'équipe pédagogique pour pouvoir réajuster, remédier en cas de difficulté aussi. Il y a des adaptations pédagogiques. Alors, ça peut être un aménagement d'emploi du temps par rapport à la fatigabilité, par exemple. Mais ça peut être, quand on a un jeune qui a des difficultés, qui est malvoyant, agrandir les supports de cours pour lui permettre de suivre encore mieux. Ça peut être une aide humaine qui est mise à disposition en classe pour justement faire de la reformulation ou être lecteur-scripteur. Ça dépend aussi. C'est aussi toutes les demandes d'aménagement d'épreuves pour l'examen qu'on met en place. Et donc après, on les met aussi en condition, on va dire, d'examen quand on les prépare aux examens, quand on fait des examens blancs ou des évaluations, pour justement leur faciliter, j'ai envie de dire, le plus possible, et que ça devienne, on va dire, quelque chose d'évident. Voilà. Que du coup, ça ne soit plus une difficulté, ni pour les formateurs, ni pour la classe, ni pour l'apprenti, et qu'il soit vraiment dans la classe à part entière, comme un apprenti comme un autre, et que du coup, il n'y ait pas de différence. Voilà. Merci. Et alors, du côté de la mairie et la métropole de Toulouse, comment on mobilise cette grosse machine, comme vous disiez tout à l'heure? Alors tout à l'heure, j'entendais parler de politique des petits pas. Pour nous, on préfère la politique des petits pas et arriver à bon terme que la politique des grands pas, et que
faire des erreurs ou faire l'effet inverse recherché. Après, il faut aussi rappeler que derrière le handicap, il y a des compétences, donc il faut les mettre en avant, sensibiliser les collectifs de travail, parce que c'est important. Rappeler aussi que 85% des handicaps, ça se déclare au cours de la carrière, donc personne n'est à l'abri du handicap, malheureusement, et que nous sommes tous concernés, tous mobilisés. Ensuite, depuis 2016, grâce à l'action avec le FIP, nous pouvons mettre de nombreuses actions, comme par exemple la mise en place d'une plaquette montrant l'intérêt de se faire reconnaître travailleur handicapé, qui a été réalisée avec une stagiaire recrutée à un forum de l'université Paul Sabatier. Nous avons formé 86 agents pour accompagner un agent en situation de handicap, dont 22 maîtres d'apprentissage. Nous avons accueilli 37 apprentis dans des directions aussi diverses que les espaces verts, le théâtre du Capitole, la direction de l'immobilier, les moyens généraux et l'éducation. Et nous avons également amélioré la gouvernance de notre convention en faisant participer étroitement les agents et les mandatés du CHSCT. Eh bien, merci beaucoup. Peut-être pour conclure ce temps avec vous, pouvez-vous nous raconter un petit peu l'apprenti que vous avez en commun dans votre CFA et à la mairie de Toulouse? Qui est-ce qui... Alors effectivement, donc Kevin Lamotte, qui est en fait un jeune qui avait déjà obtenu un bac, mais qui ne se sentait pas le courage de rentrer immédiatement dans la vie active, donc qui a voulu continuer et faire un CAP accompagnant éducatif petite enfance en apprentissage, donc comme ça pour un tremplin vers l'insertion professionnelle. Donc du coup, Kevin est dysphasique et donc avec des difficultés pour tout ce qui est prise de la parole à l'oral, et puis aussi des difficultés qu'il peut rencontrer au niveau de l'écrit. Et en plus, avec une fatigabilité parfois importante du fait qu'il ait eu un cancer quand il était enfant. Donc, quand Kevin nous a été présenté, il était accompagné de son éducateur qui le suivait et qui le suit encore. Et donc, du coup, on a travaillé avec la direction de l'éducation pour que Kevin soit accueilli dans une école maternelle de la ville de Toulouse, et tout en faisant un travail, comme je le disais tout à l'heure, auprès de sa maître d'apprentissage sur le terrain, et lui donner, on va dire, les outils nécessaires pour lui permettre, à elle comme à lui, de réussir son apprentissage. Alors, pour compléter, Kevin est accompagné par l'emploi accompagné, et dans ce cadre-là, nous continuons parce qu'il y a un après. Kevin a émis le souhait de pouvoir travailler dans la petite enfance. Donc nous, mairie de Toulouse, on a des crèches avec des ATSEM dans les crèches. Donc j'essaie que Kevin puisse avoir un contrat. Donc on va commencer peut-être par des remplacements. Et Kevin pourra démontrer ses compétences, même si elles ont été acquises, parce qu'il les a validées haut la main par son examen, puisse travailler comme ATSEM dans une crèche. Et au-delà, c'est quand même un bon exemple, au-delà du handicap, parce que c'est un garçon sur un métier typiquement féminin. Donc on est aussi dans l'égalité femmes-hommes. Donc voilà, la diversité est à fond. Merci beaucoup à tous les deux. On a là une bonne illustration à la fois de vos fonctions respectives de référent handicap et puis voilà, d'un parcours réussi au sein de la fonction publique sur la base d'un contrat d'apprentissage. Alors on va continuer sur cette fonction de référent et retrouver Monsieur Lefranc, puisque vous avez tout à l'heure eu le référentiel d'accessibilité des CFA, mais il y a un deuxième outil directement lié à la fonction de référent handicap au sein d'un CFA. Tout à fait.
Alors, dans le groupe de travail que j'animais, il y avait une deuxième partie qui faisait partie de la commande des ministères. C'était qu'est-ce que c'est que ce référent handicap dont la loi impose maintenant la mise en place dans les CFA, et qu'est-ce qu'on peut définir comme mission, comme activité, comme savoir-faire, etc. Alors, donc ce groupe de travail qui était composé donc de personnes venant de CFA, qui avaient, comme vous, certaines activités là-dessus, on voit tout de suite que c'est très divers. On l'a vu. Et ça dépend de beaucoup de choses, de la situation, de l'environnement, du fait aussi de la taille du CFA. Il y a des CFA qui ont plusieurs établissements, il y a des CFA qui ont un seul établissement. On voit que la mission du référent handicap, elle va prendre toute autre importance, où il y a certaines régions où il faudra insister sur telle et telle mission. Et il nous a semblé important, au regard de ce qui existait déjà sur les missions et les activités, les savoir-faire du référent handicap en entreprise, d'essayer de faire, de bâtir une fiche de mission autour de ce référent handicap. Alors là-dessus, on s'est appuyé sur ma collègue de l'Université de Créteil qui a mis en place la formation DU référent handicap, fonction publique, fonction privée et CFA. D'ailleurs, je vous encourage à lire ces livres qui sont sortis sur professionnaliser le métier de référent, le référent handicap, dont la deuxième édition est en train de sortir, parce qu'on le voit à travers de ce que vous avez dit, il y a des savoir-faire, mais il faut connaître aussi l'environnement dans lequel on travaille. Il y a ne serait-ce que la législation, mais pas que. Il y a plein de choses sur lesquelles il faut avoir des bons réflexes, il faut savoir bâtir une stratégie. On voit quand même que le référent handicap, il devient comme un chef d'orchestre ou quelque chose, un pivot sur lequel on va s'appuyer. Et on le voit dans vos témoignages, et j'ai beaucoup... 30 secondes avant extinction, c'est écrit là, donc je ne sais pas ce que je fais. Donc, il nous a semblé, c'est parce qu'il faut que je touche à ça, d'accord. Ouais. Il nous a semblé important de mettre tout ça sur une fiche. Je vous encourage aussi à lire le livre qui est sorti cette semaine, hier, qui s'appelle « Sans questions et sans réponses » pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans le milieu du travail. Il y a quelque chose d'important à regarder là-dessus. Donc, mais extinction a été faite. Alors, par contre, ça serait bien qu'ils aient quand même la fiche maintenant. Voilà. Parce que je pense que vous non plus, vous n'avez plus rien à l'écran. Donc, autour de ça, on sait plutôt que se dire, voilà, les savoir-faire, etc., on a préféré, ce groupe de travail composé de responsables de CFA et de référents handicap, a préféré travailler par mission. C'est-à-dire qu'en fonction, alors il faut que je me rapproche de l'écran, merci, il y a plusieurs missions qui sont liées en fonction des destinataires auquel s'adresse le référent handicap. D'abord, vis-à-vis des services à l'apprenti et à sa famille, on en a parlé tout à l'heure quand on a regardé l'approche globale d'accessibilité. Donc les services à l'apprenti et à la famille, on va trouver donc un référent handicap favorise un ensemble de choses, je ne vais pas relire, un référentiel handicap en CFA, un référent handicap en CFA écoute, dialogue avec les apprentis, un référent handicap en CFA écoute et dialogue avec l'environnement des personnes handicapées, un référent handicap en CFA avec l'équipe pluridiffusionnelle, et puis aussi vis-à-vis des services, vis-à-vis de l'employeur, et on le voit, et vous en avez parlé tout à l'heure, le maître d'apprentissage, etc. Et puis les services à l'équipe pédagogique et aussi à l'équipe administrative. Et suivant la taille et l'urgence et ce qui aura été décidé dans le plan d'action, ces missions deviendront la 1, la 2, la 3, la 4, en fonction des destinataires, des personnes auxquelles on s'adresse. Le référent handicap va pouvoir structurer son approche autour de tout ça.
on voit que c'est un métier qui... Enfin, le fait d'en définir des missions, de l'avoir mis dans la loi, c'est une fonction qui devient un métier et qu'il faut donc professionnaliser. Et c'est toute une discussion qu'on a actuellement en comité national du FIPHFP dans les groupes de travail sur la professionnalisation du référent handicap. Il y a certes les formations, mais il y a aussi sur le terrain, des remontées de terrain, et puis autour de ces missions, comment arriver à une optimisation dans un plan global porté par le CEF. Bon, je crois que je vais arrêter là-dessus, là maintenant. Hein, et je pense qu'il faut vraiment se l'approprier, se dire, ça ne remet pas en cause ce que font les personnes actuellement. Au contraire, elles le font bien. Hein, mais ça rentre dans une fiche beaucoup plus globale, une approche beaucoup plus globale sur laquelle on peut s'appuyer pour que, quand le référent handicap change, parce qu'on n'est pas référent handicap toute sa vie, comme on n'est pas ingénieur toute sa vie, comme on ne fait pas des systèmes de défense toute sa vie, quand le successeur arrive, il sait dans quelle pantoufle il met ses pieds. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lacaze. Si je peux me permettre de compléter par rapport à la professionnalisation, je pense que vous avez raison parce que moi-même, je suis inscrit au DU de référent handicap de l'Université de Créteil après avoir réussi la VAP. Et je vais aller en formation en plus avec une collègue chargée de mission handicap d'Altran. Donc on va faire un petit peu un duo public-privé. Alors vous m'aurez comme professeur. C'est très bien. Parce que effectivement, moi je suis en poste depuis juin 2015. Après j'ai appris des connaissances sur le tas. Mais j'ai besoin d'avoir cette légitimité par le diplôme et acquérir certaines compétences que je pense je n'ai pas forcément encore pour permettre d'aider mes collègues en situation de handicap pour réussir l'inclusion dans nos collectivités. Merci beaucoup à tous les trois. Je vais vous libérer et proposer donc à Madame de Digné et Monsieur de Dumas de nous rejoindre puisque donc on parle d'accompagnement, de professionnalisation des référents handicap et donc on va pouvoir leur demander à l'un et l'autre comment est envisagé l'avenir de ce sujet pour l'Occitanie. Puisque c'est des travaux qui sont bien évidemment en cours, en réflexion à la fois pour le FIP et pour la GFIP, et dans leurs travaux communs. Voilà, je vais les laisser nous exposer un peu l'avenir de ce sujet avec toute la communauté qui participe avec nous ce matin. Valérie, peut-être en premier ? Alors oui, donc on l'a bien compris, cette mission de référent handicap, au gré de sa formalisation, là, elle a été aussi enrichie parce qu'elle est partie de justement toute la richesse de ce qui pouvait être fait sur le terrain et elle a été un petit peu agglomérée, mais par définition, forcément d'une structure à l'autre, au sein des différents CFA, il pourrait y avoir des écarts. Et donc, à côté de cette obligation de nomination, il faut pouvoir l'outiller justement par des actions de formation, de professionnalisation. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la GFIP, on va lancer des campagnes, en fait, vraiment de professionnalisation des référents handicap au sein des CFA. On va d'ailleurs adresser prochainement une enquête à ses interlocuteurs et à le directeur aussi pour savoir un petit peu... si un référent a pu déjà être nommé, depuis combien de temps, quel est le temps imparti qui est confié à sa mission, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de central aussi. On fait un peu avec les moyens qu'on a, et de manière à pouvoir justement ajuster un petit peu notre offre de formation à leurs besoins au plus près, entre guillemets, du terrain. Donc on a ce dispositif de professionnalisation en direction des référents handicap CFA. On a un autre dispositif d'animation des référents handicap, cette fois-ci au sein des entreprises. On appelle ça le réseau des référents handicap au sein de la GFIP, comme le FIP a l'Handipact auprès des employeurs publics. Donc à partir de ces deux offres, entre guillemets, de professionnalisation, l'idée c'est de justement pouvoir favoriser les passerelles
entre employeurs et CFA, de manière là aussi à sécuriser au mieux le parcours de l'apprenti. Et aussi à outiller les référents de CFA sur la connaissance de l'environnement externe, parce qu'on sait que c'est un des gros enjeux de pouvoir travailler avec des ESMS, comme Madame l'a dit tout à l'heure, de travailler avec les acteurs du SPE, potentiellement des prestataires pour les appuyer, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis il y a aussi cet enjeu d'articulation à l'interne, parce qu'on s'est rendu compte que les référents handicap, que ce soit en entreprise ou en CFA, sont parfois assez isolés dans leurs fonctions. Et maintenant, un des gros enjeux, c'est de pouvoir travailler avec l'ensemble des services de leur structure. Équipe pédagogique, mais aussi équipe en contact avec les entreprises. Voilà, et il y a le pendant aussi dans l'entreprise. Donc, pour ce faire, on a pensé, à côté de notre dispositif, proposer une offre un petit peu complémentaire aussi. Alors, effectivement, donc le FIP s'appuie, comme la GFIP, donc sur un dispositif d'animation en direction des référents handicap des employeurs publics, donc c'est le Handipact, et pour lequel on organise à échéance très régulière des réunions sur des thématiques qui intéressent les référents handicap sous différentes formes, en présentiel ou sur webinaire. Voilà. Et il nous semble, et il nous a semblé, puisque d'ores et